Bonjour, je m'appelle Reg et j'ai un problème. Je n'arrive pas à passer le générique de Narcos. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Narcos Mexico. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusque là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Vous déconnez, mais c'est un vrai problème dans la vie, ce putain de générique de Narcos. Je perds trop de temps depuis 4 ans à mater générique parce qu'il est tellement bien, et le pire, c'est que des fois je le finis et je le remets. Et pire que ça encore. Des fois, je le finis, je le remets, et je le remets encore une fois pour le chanter. Je vais pas bien, hein, je perds trop de temps. Hein. Vraiment, Netflix, c'est un problème. Arrêtez. Pour moi, honnêtement, c'est le meilleur générique de tous les temps. À chaque fois que je l'entends, j'ai envie de me lever et chanter. Genre, je vous jure, c'est un problème dans la vie. Narcos Mexico est la nouvelle série d'anthologie de la part de Netflix. Au lieu de parler de la Colombie, cette fois-ci, on va au Mexique et on va parler du nouveau cartel de drogue. Et quand je dis nouveau, c'est le tout premier cartel de drogue du Mexique. Et j'ai un vrai problème avec Narcos parce que c'est assez ironique au final. À chaque fois que Netflix annonce une date de sortie pour Narcos, je le mets dans mon petit agenda Google, tu vois, et je me garde genre 10 heures d'hibernation, comme ça je regarde tout d'une traite. Malheureusement, cette année je n'ai pas pu parce que la vie m'a rattrapé, mais je vous jure, si je pouvais me foutre Narcos dans les veines, ah mais je le ferais sans hésiter. Ah, Narcos c'est ma cam, hein. Depuis la première saison, je suis tombé follement amoureux de cette série, et depuis la première saison, elle arrête pas de me surprendre. Ça fait 4 ans et cette série est toujours au top. C'est clairement maintenant, après 4 saisons, l'une des meilleures séries de tous les temps. Je mâche pas mes mots. Pour moi, si la 5ème est aussi bien, sa concurrence Breaking Bad. D'ailleurs, cette saison a un peu un rapport avec Breaking Bad, d'un certain point de vue, mais je vais en parler. Comme d'habitude, on va suivre en parallèle deux histoires. Celle de la DEA avec Kiki Camarena, interprétée par Michael Peña, et celle de Félix Miguel Gallardo, interprété par Diego Luna, qui va devenir le patron de Guadalajara. Et la manière dont les deux histoires coïncident dans leur thématique, et la manière dont toutes les deux se culminent et ont une fin extrêmement satisfaisante, font de cette saison de Narcos l'une des plus travaillées. Mais le problème, c'est que je dis ça à chaque fois, putain. À chaque fois, c'est l'une des plus travaillées, parce que les 4 sont géniales, ces saisons. Les 4, elles sont incroyables. J'avoue que dans la saison 2 de Narcos, il y avait un petit mou, genre un tout petit mou, pendant certains moments avec Pablo, mais sinon, c'est incroyable. Ce qui rend cette série incroyable pour moi, c'est Diego Luna. Diego Luna, au début, quand tu le vois, tu dis, ah, c'est le mec de Rogue One, super, tu vois, c'est Cassian Andor. D'ailleurs, il va jouer dans sa propre série, avec Disney, et franchement, après l'avoir vu dans ce rôle-là, à côté Cassian Andor dans Star Wars, ça sera une tapette, hein, je vous jure. Non, parce que Diego Luna, il est tellement bon, genre au début, tu le vois un peu comme tous les membres du cartel, un mec un peu genre nul. Même Diego Luna, au début, je me suis dit, bah attends mec, t'es archi pas charismatique, t'as pas la classe pour être un patron de cartel, mais c'est le but. Parce qu'au début, c'est un mec qui est assez fragile, qui a des émotions, qui est malin, certes, qui a de l'ambition et qui a des couilles. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, c'est qu'au final, c'est un mec lambda, qui est certes trafiquant de drogue, mais c'est un mec lambda qui a saisi l'opportunité et a été suffisamment intelligent, sans être un génie, pour comprendre une partie du business, et justement l'intégrer de manière efficace. Au fait, le mec, il a juste compris le marché, il s'est dit, vas-y, je vais faire ça. Mais c'est pas un génie, c'est pas un manipulateur, bon ça l'est, mais c'est pas The Mentalist, tu vois. C'est un mec lambda, c'est n'importe qui avec de l'ambition et un peu de matière grise pourrait être Félix Gallardo. Et ça le rend vraiment attachant de ce point de vue-là, parce que ça pourrait être n'importe qui. Genre votre daron, ça peut être Félix, tu vois, vraiment. Et c'est vraiment son évolution de mec lambda, un peu comme Walter White, jusqu'au moment où il va devenir le grand patron du cartel de Guadalajara. Et c'est ça qui est bien, c'est son évolution, parce qu'elle vient de manière tellement abrupte, contrairement à celle de Breaking Bad. T'as un mec qui veut garder son intégrité dans cette série, et plus il avance, bah plus il s'en bat les couilles. Ce que j'adore à propos de cette saison, c'est qu'on suit pas un cartel à proprement parler. Enfin, c'est un cartel, mais c'est un cartel genre d'entreprise. Pour ceux qui le savent pas, historiquement, un cartel, c'est quand deux entreprises se mettent d'accord sur des tarifs. Imaginez-vous que vous êtes dans une ville et il y a un McDo, un Burger King, et c'est les seuls employeurs de la ville. Ce qu'on appelle un cartel, c'est quand McDo et Burger King vont se mettre d'accord pour vous payer le même salaire. Comme ça, vous êtes obligé de travailler ou chez McDo ou Burger King. Ça ne changera rien. Ça, c'est ce qu'on appelle un cartel. Récemment, on avait le cartel des agences de télécommunications en France. Quand Free est arrivé, et ils ont changé la donne parce qu'ils faisaient pas partie de ce cartel, tout le monde est allé chez Free. Et tous les autres opérateurs ont pris une grosse amende. Parce que c'est illégal. Un cartel, c'est illégal. Voilà, c'est cours d'histoire économique pour vous. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce qu'on voit un cartel qui est une entreprise. On suit ce Félix Gallardo comme un businessman. On a très rarement des scènes où il va assassiner des gens, où il va commanditer des assassinats. Il y a cette partie-là, toujours de l'assassinat, de la cruauté des cartels du Mexique, tout ça. Ce qui concerne Gallardo, ça
ça sera juste le côté business. C'est lui en réunion, c'est lui qui manipule, c'est lui qui fait du chantage, c'est vraiment côté genre entreprise du truc. Et ça rend le truc méga satisfaisant. Et la manière dont l'entreprise a changé Gallardo et a fait de lui une mauvaise personne, bah ça pourrait arriver à n'importe qui à la tête d'une vraie entreprise. Parce que c'est pas les meurtres qui lui posent problème à lui, c'est le stress, c'est l'argent, c'est les salaires, c'est l'organisation, c'est le management, c'est des vrais problèmes de vraie entreprise. Là où Pablo, quand il avait un problème, il butait quelqu'un, bah là, Gallardo, il doit réfléchir. Certes, c'est illégal parce que des fois, il a recours à la corruption ou à un assassinat, mais dans l'optique de Narcos, ça reste comme une entreprise. Et ça, j'ai trouvé ça super satisfaisant. Et de l'autre côté, vous avez Kiki Camanera, interprété par Michael Peña, qui lui aussi va se sentir impacté par son travail parce que lui, de la même manière que Gallardo, va tellement travailler, va tellement se donner à fond dans son travail qu'il va en perdre une grosse partie de son identité. Il va se détacher de sa famille, etc., etc. Donc j'aime beaucoup le parallèle entre les deux qui sont bouffés par le travail parce que ça pourrait juste être n'importe qui d'entre nous avec trop de responsabilités. Genre tu pourrais juste craquer ou partir en burn-out à cause de ça. Mais vous inquiétez pas, ça reste du cartel, ça reste de la violence, ça reste des meurtres, ça reste de la torture, ça reste du sexe, ça reste de la coke, vous inquiétez pas. Il y a tout ce qu'il faut, franchement, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je parlerai en spoiler des différents personnages et pourquoi je les ai aimés et ce que j'ai trouvé moins bien réussi chez eux. Mais grosso modo, cette saison, elle est vraiment très intelligente parce qu'elle arrive à parler de vrais sujets comme les premières saisons. Mais là, vu qu'on est vraiment dans le côté business, entreprise, on parle de politique et de corruption d'une manière différente. On a vraiment la politique comme maître du pays. J'aime beaucoup cette idée que les politiciens soient plus puissants qu'un trafiquant de drogue. Un boss de cartel reste moins puissant que des politiciens. Gallardo, il dépend quand même des politiciens. C'est pour ça qu'il aura recours à de la corruption, à du chantage, etc. Mais j'aime bien cette idée que les politiciens restent les gens les plus influents et les plus importants de la société actuelle. Et j'aime bien l'idée que la corruption, comme au Mexique, parce que le Mexique est l'un des pays les plus corrompus au monde, si ce n'est pas d'ailleurs le plus corrompu au monde, quand t'es du point de vue de Kiki et de la DEA, t'es archi frustré parce que des fois ils vont voir des gens, ils vont leur parler, ils vont leur dire tiens ça c'est notre problème, et les gens ils vont trouver des excuses complètement bidons parce qu'ils sont corrompus pour rien faire. Et toi t'es comme ça, t'as envie de te dire mais putain mais faites votre taf, merde c'est votre taf, faites-le. Mais ils sont tellement corrompus bah qu'ils peuvent pas le faire, c'est ça qui est bien. C'est de la bureaucratie, c'est de la corruption et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est marrant c'est que tout ce qui concerne la DEA, la corruption, la bureaucratie, bah on l'a du côté du cartel. Il y a de la bureaucratie, il y a de la corruption au niveau du cartel. L'histoire de cette saison c'est Gallardo qui va aller rechercher différentes personnes pour constituer son cartel. Donc genre les 2-3 premiers épisodes c'est lui qui constitue le cartel et j'ai beaucoup aimé cette manière d'aller voir les gens, de les interviewer, genre c'est comme si c'était un entretien d'embauche, mais version cartel. Et t'as vraiment l'impression de vivre la vie d'une entreprise, genre vraiment d'un bout à l'autre de sa création à... je vous dirai en spoiler. Et ce qui aide beaucoup par rapport à ça, c'est la voix off. Le narrateur, encore une fois, contrairement aux premières saisons, bah on sait pas trop qui est le narrateur. Je trouve qu'il a fait un très bon taf d'exposition. Du coup, il y a des moments qui, pour moi, étaient les moments les plus authentiques de la saison, où on te montre clairement que voilà, avec de la voix off, il s'est passé ça avec des extraits de l'époque. J'aurais préféré, et c'est le seul défaut que je trouve à cette saison, plus d'images d'archives, comme on avait avec Pablo Escobar. Ce qui est compliqué parce que Félix, c'était pas une personne médiatique. Pablo Escobar, c'était quelqu'un de médiatique. Et il voulait avoir une image médiatique. Et une image populaire. Là, c'est un peu plus compliqué parce que vu que c'est un peu des trucs de l'ombre, t'as moins d'extraits, t'as moins d'images. Ça se voit que vers la fin, il y en a plus et ça rend la chose plus authentique et plus réaliste et beaucoup moins romancée, alors que ça l'est forcément. Dans les 2 premières saisons, il y avait tellement d'extraits avec Pablo que t'avais l'impression de regarder un documentaire. Ce qui était faux, mais t'avais l'impression. Alors là, tu l'as un peu moins, t'as l'impression que c'est plus une tragédie grecque, tu vois. Mais vu la fin, tu penses qu'il y en aura plus dans la saison 2. Faut aussi parler de la musique qui est très très bien utilisée, comme d'habitude dans Narcos, j'ai envie de dire. D'un côté, t'as cette musique traditionnelle mexicaine, de l'autre côté, t'as cette musique moderne, mondiale, mais surtout américaine. Mais pas que la musique, il y a aussi un moment dans la série où il regarde de Scarface par exemple, mais il y a aussi une bonne musique de suspense, de stress, où ça tire vraiment en haleine, mais en même temps, c'est cette musique vraiment qui fait genre mexicaine, elle fait genre désert, et là, cet impact un peu comme dans un Sicario, tu vois, ce genre de truc. Ça te met vraiment dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans le délire. Pareil pour la mise en scène et la photographie, il y a de vraies idées de scénario, il y a des vraies idées de mise en scène, il y a une très belle photographie, je trouve qu'ils ont très bien trouvé les décors qu'ils ont utilisés, tellement bien qu'il y a une personne qui s'occupait de chercher les décors qui est morte avant de trouver les décors. Mais il y a un vrai travail sur l'image, sur les couleurs, et à chaque fois t'as l'impression que ça change et ça se renouvelle visuellement, alors qu'il y a que 10 épisodes et c'est qu'une saison, mais t'as toujours l'impression que ça change et ça c'est vraiment bien. T'as un vrai travail sur la mise en scène et le hors-champ, t'as un moment où genre quelqu'un va buter des gosses, c'est en hors-champ et ça marche très bien. Il y a un vrai travail sur le hors-champ à différents moments, surtout quand quelqu'un est au téléphone, ou il y a une grosse révélation qui va arriver, ça marche très bien et c'est très efficace. Il y a une scène de mise en scène questionnable que j'ai pas trop compris, c'est l'épisode 6. Il y a une fusillade où il y a genre des contours noirs et le reste est un peu flou bizarrement. Je pense que c'était pour gérer le fait que la caméra bougeait
trop vite, et du coup vu qu'on a que 24 images par seconde, bah ça pouvait pas être net et en même temps bouger vite. Du coup ils ont flouté ça bizarrement et c'est pas très agréable à regarder. Ça déteint du reste de la série, mais bon, encore une fois c'est pas très grave. Au moins ça permet d'avoir un plan séquence vraiment sympa. D'ailleurs le plan séquence de l'épisode 8 est très bien parce qu'il joue sur un côté le cartel et l'autre côté la DEA. Du coup t'as ce vrai parallèle entre deux plans séquences différents qui marchent tout aussi bien. Mais encore une fois, la grande force de Narcos, c'est le fait que la série te surprend non-stop. À chaque fois tu te prends révélation sur révélation, tu te prends choc après choc, tu te prends cliffhanger après cliffhanger. Vraiment, si j'avais le choix de binge cette série, je l'aurais fait le jour même. En plus c'est une série intelligente, tu devines pas la suite, t'as vraiment du mal. Elle te surprend vraiment dans ses choix de scénario, ça qui est bien. C'est que c'est pas une série qui te prend pour un con, elle te prend pour un mec intelligent, mais pas assez intelligent. Ça qui est bien, ça qui est satisfaisant. Et à chaque fois, les fins d'épisode, elles te donnent grave envie de voir la suite. C'est frustrant, c'est chiant. J'ai une vie, merde, laissez-moi aller en cours, laissez-moi réviser mes examens, laissez-moi faire des vidéos sur YouTube, merde. Et ce qui est vraiment bien, c'est que t'arrives toujours à comprendre les problèmes des gens, les motivations des personnages, leurs ambitions, leurs défauts, leurs qualités. Tu te sens comme Gallardo et à analyser tout le monde, et tu sais comment tu pourrais faire tomber quelqu'un. Tout ce que Gallardo fait, bah il sort pas de nulle part. C'est un mec qui a réfléchi, qui a fait des choix, et tu comprends ses choix parce que le scénario t'en a assez donné. Et t'aurais été à sa place, t'aurais pas fait les mêmes choix parce que t'es pas assez intelligent, t'aurais su peut-être comment déjouer certains adversaires de Gallardo. Parce qu'on t'en donne assez, mais sans te prendre pour un con. Bref, je vais commencer à spoiler parce que j'ai rien à dire mis à part que c'était archi bien. Les personnages, le rythme, la série, enfin tout est bien, genre vraiment tout est bien. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps, c'est une évidence. Ah oui, non, c'est clair et net, là ça va concurrencer Breaking Bad, ça continue comme ça. Hein. Ils peuvent en faire 9 des saisons comme ça, vraiment ils peuvent en faire. Le pire c'est que le showrunner a dit qu'il pourrait en avoir 5 de plus. Et ouais, donne-moi 9 saisons de Narcos, genre grave, donne-moi 9 saisons de Narcos, merde. Donne-moi 20 si c'est aussi bien, donne-moi 20. Je veux 20 ans de ma vie où je regarde Narcos, putain, c'est tellement bien. T'as tellement de cartels au monde, tu peux faire ça indéfiniment. Et là on vient de commencer le Mexique, merde. Le Mexique, même maintenant c'est pas fini. El Chapo il est allé au tribunal cette semaine. El Chapo, vous vous rendez compte, il est dans la série ce mec. Donc là Mexique, il y a moyen de faire au moins 5-6 saisons juste sur le Mexique. Et ensuite il y a plein d'autres cartels partout dans le monde. Ne vous arrêtez jamais Netflix de sortir Narcos, du moment que c'est bien. Évidemment. Bon, je vais spoiler, la vidéo est déjà assez longue et j'ai envie de parler de personnages et de moments qui m'ont marqué. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Le premier truc qui m'a fait comprendre que j'allais surkiffer cette saison est tout bête. Dans l'épisode 1, quand Kiki se demande comment il va aborder quelqu'un, vous savez le mec super important là, il va le voir et le truc qu'il lui dit c'est que t'as du sang sur les chaussures. Mais j'aurais jamais pensé à regarder ses chaussures, genre jamais de ma vie. Et ça le met un peu sur le radar, au final, c'est que du coup cette personne sait qu'il sera important pour la suite et c'était genre une menace assez subtile, en mode je sais qui tu es et je vais te descendre et c'était vraiment bien. Concernant Kiki Camanera, moi je connaissais l'histoire. D'ailleurs je crois que dans la saison 3 de Narcos, tout à la fin t'as un petit easter egg sur pourquoi ils vont au Mexique et pourquoi ils veulent se lancer dans le Mexique. Kiki Penny was referring to was Kiki Camarena, a DEA agent who went after the Guadalajara cartel in Mexico. Mais moi je connaissais l'histoire, c'est un truc que voilà, je connaissais l'histoire, j'adore l'histoire des cartels, c'est un truc qui me fascine. Et je connaissais l'histoire et la conclusion de Kiki. Kiki, j'ai adoré la relation avec sa famille, j'adorais tout ce délire là, j'ai adoré la manière dont il est mort, j'adorais la manière dont ils ont donné un impact à sa mort. Et j'ai trouvé ça très touchant et très fort, surtout quand sa femme va le voir à la morgue. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, il était un peu mou du gland, niveau charisme, tout ça. Et je peux comprendre que certaines personnes qui n'ont pas vu la série peuvent le trouver détestable, mais vu que moi je connaissais sa destinée, bah je l'ai trouvé attachant de base parce que je savais qu'il allait mourir. Et ça que j'ai trouvé touchant en final, c'est le fait de connaître l'histoire avant et de le voir avoir un gosse, de le voir avoir une femme qu'il aime, enfin tout ce délire là. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rafa. Au début c'est un mec qui voulait juste être intelligent et faire sa plantation de weed, et c'est grâce à Rafa que Gallardo en est là où il en est. Et toute la descente en enfer de Rafa elle est très intéressante. Il part à l'opposé de ce qui se passe avec Félix. D'un côté t'as Félix qui monte, et Rafa qui descend, surtout parce qu'il est tombé amoureux d'une meuf dont il aurait pas dû tomber amoureux tout simplement. Les gars, je vous dis tout de suite, si une meuf vous pécho après la première minute, en général c'est pas forcément une meuf à garder. Et les meufs, si un mec vous pécho dès la première minute, en général, c'est pas un mec à garder non plus. D'expérience, petit conseil, ne vous attachez pas, ça ne sert à rien. Si cette personne peut coucher avec vous le premier soir, elle peut coucher avec quelqu'un d'autre le premier soir. Donc n'allez pas trop vite. Sauf si vous voulez juste niquer. Dans ce cas-là, qui fait bien. Hein. Tout ça pour dire que j'ai bien aimé sa descente aux enfers, le fait qu'il vienne accro à la coke, j'adorais son épisode où il essaie de se débarrasser de la coke et il devient complètement fou, il pète un câble et puis après on le nourrit de la coke et il reva bien. D'ailleurs j'adore le fait que tous les gars dans cette série sont accro à la coke, genre même Don Neto tout à la fin, genre il arrive dans sa nouvelle baraque et tu vois qu'il se baisse un peu, tu fais...
Ah oui d'accord, tout le monde est accro. En même temps ils ont raison, hein, si t'arrêtes de prendre de la coke, bah tu pètes un câble. Genre vraiment tu deviens fou. Faut passer par une longue période de sevrage. Je l'ai trouvé très bien faite justement par rapport à Rafa. L'un des effets secondaires de la cocaïne c'est la paranoïa. Du coup quand vous prenez de la coke vous êtes souvent parano et c'est ce qui a mené à une scène où il bute 2 touristes américains qui avaient rien demandé, qui avaient rien fait. Mauvais endroit, mauvais moment, comme d'habitude. Mais ça joue bien sur l'idée qu'ils sont quand même tous accros et tous les moments genre où ils sont sous coke qui sont vraiment genre accélérés, ça donne une impression de parano et de vitesse et de confiance en soi. Du coup c'est très bien réussi de ce point de vue là, de la mise en scène en tout cas. Donc la évolution du personnage de Rafa j'ai surkiffé, je trouve qu'il était quand même assez attachant parce que mine de rien même s'il est tombé amoureux d'une meuf facile, pas de jugement de valeur de ce point de vue là, c'est juste que lui il se voyait aller plus loin avec cette femme et je pense que elle voulait juste profiter de lui. Mais j'ai bien aimé quand même qu'il ait une place importante par rapport à Félix parce que Félix l'aime beaucoup quand même ce personnage de Rafa et c'est à cause de Rafa justement qui a kidnappé Kiki que tout le bordel, toute la chute de Félix va avoir lieu. Dans sa chute il a emmené Félix et Rafa de ce point de vue là est assez détestable mais de l'autre côté Félix aurait réalistiquement si c'était un bon businessman dû tuer Rafa. Mais c'est pour ça que c'est un mec fragile, c'est qu'il a encore des sentiments et des émotions. Du moins, il avait, parce que après, il est parti en couille. Pareil pour Don Neto, je vais pas m'éterniser là-dessus pendant des heures, mais il devient l'un des plus proches de Félix, alors qu'au début, il y croyait pas du tout. Lui, il était pépère à Sinaloa, à fumer ses joints et à gagner un peu d'argent. Là, il est millionnaire et il se met bien. Mais en même temps, il a un peu cette haine de la vie, où il accepte son destin et le fait de finir en tôle et il s'en fout. D'ailleurs, toute la scène à la fin, où il écoute de la musique, il ignore les balles, les trucs, c'est tellement satisfaisant, tellement bonne idée de mise en scène, c'était génial. J'ai aussi beaucoup aimé El Chapo, qui est présent dans la série. C'est marrant parce que El Chapo dans la vraie vie c'était l'un des lieutenants de Félix, comme il est dans cette série, et dès que certaines choses se passent, j'ai pas envie de vous spoiler la réalité du coup, El Chapo devient le grand maître du cartel au Mexique. El Chapo est encore à ce jour en prison, plus ou moins, je crois qu'il s'est échappé 2 fois de prison déjà, avec des tunnels sous les prisons, et dans ces tunnels ils ont mis des motos sur des rails. C'est des génies. El Chapo, c'est l'un des personnages les plus cultes du trafic de drogue et l'un des plus présents parce qu'il a encore aujourd'hui un véritable problème. Et même le mettre en prison, ça suffit pas parce que il s'échappe à chaque fois. Bon, il devient vieux, hein, forcément. Mais ouais, El Chapo, c'est un mec qui va niquer des mères. Hein. Alors, clair et net, El Chapo, il va niquer des mères. Et j'aime bien le fait qu'il ait de plus en plus d'importance dans la saison. Genre, vraiment, j'ai trouvé ça très appréciable. Et j'adore l'acteur. Je trouve qu'il va faire un très bon El Chapo et j'ai hâte de voir ça. Ça sera peut-être pour la saison 3, El Chapo. 3 ou 4, je pense. On verra. J'aime beaucoup l'organisation du cartel. La table ronde des barons de la drogue. Je trouve ça très satisfaisant, encore une fois. Et quand Félix arrive à la fin avec l'armée, il leur dit à tous, maintenant, vous bossez pour moi de manière passive-agressive. C'est assez satisfaisant. Et là, tu vois que Félix, il en a marre et il va niquer des mères. Ce que j'ai trouvé un peu moyen par rapport à Félix, c'est l'histoire d'adultère avec sa femme. Ça joue sur son personnage qui s'en bat de plus en plus les couilles par rapport à sa femme et sa vie, tout ça. Mais j'ai pas trouvé ça très bien amené au final. On sait qu'il trompe sa femme et sa femme se casse, mais j'avais jamais l'impression que sa femme avait une importance pour lui. Certes, le moment où Félix lui dit que j'ai plus besoin de toi était assez fort en émotion, mais au final, pas l'intrigue la plus intéressante, on va dire. Même si elle joue beaucoup dans le développement de personnage de Félix. Pour finir rapidement, faut forcément parler de Félix à la fin. Donc c'est bel et bien la mort de Kiki, comme dans la vraie vie, qui pousse la DEA à changer de méthode, et à donc introduire le narrateur Scott McNairy. Enfin, c'est Scott McNairy qui va interpréter le nouveau personnage de la série, et c'est lui qui va partir à la poursuite de Félix, en tant que chasseur de primes, en gros, ou en tant qu'assassin, plutôt. Félix, il a vraiment pris une grande place dans cette série, parce qu'à la fin, tu comprends très bien qu'il a fait du chantage à beaucoup de personnes. Et quand il parle à Calderoni, je crois il s'appelle, l'agent qui capture Félix à la fin, et il lui dit tiens, j'ai des noms de personnes très importantes, laisse-moi partir et je te donne de l'argent et tu fais ce que tu veux après. Bah là tu vois que le mec va avoir une vraie influence sur le Mexique en question. Et ça va être bien. Ils vont mêler politique et cartel le cartel va devenir plus puissant que le gouvernement, ça va être intéressant. Et si vous avez fait attention à la fin, la chanson de fin, c'est une chanson qui parle de Félix Miguel Gallardo. Genre les paroles parlent de Félix. Petit détail. Mais bon, il faut évidemment parler de la fameuse scène où j'étais comme un gamin. Forcément. L'épisode 5, il y a le cartel de Cali. Et j'étais super surpris de les revoir. Ça a du sens, mais j'étais super surpris de les revoir. Et j'étais comme un gamin, pareil, à voir le cartel de Cali, tu vois, j'étais trop content. Et puis après, j'ai vu Blackie. Et quand j'ai vu Blackie, j'ai fait oui, on va revoir Pablo. C'était tellement cool de revoir Pablo. J'arrive tellement pas à croire que je suis comme un gamin devant l'une des personnes les plus horribles du monde, d'après l'opinion publique. Même si c'est discutable pour beaucoup de personnes. Mais ouais, j'étais comme un gamin, je fais merde, Pablo, tu m'as manqué. Tu sais, je mouillais un peu, tu vois. Pour moi, c'est lui qui a lancé tout le délire, quoi. C'est lui, le narcotraficante de base, d'origine, l'original, le MC, tu vois. Et quand je l'ai revu, l'acteur, tu vois, j'ai fait, oh putain, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, quoi. J'ai mouillé. Voilà. Là, j'ai mouillé. J'adore Pablo, je l'aime, j'adore l'acteur, j'adore son personnage, j'ai kiffé. Je suis peut-être un psychopathe, mais vraiment, j'étais comme un gamin, j'avais les poils qui s'hérissaient, je fais putain Pablo. C'était tellement nostalgique, tu vois, alors que ça fait 2 ans, tu vois, c'est pas longtemps. Il symbolise tellement Narcos que là, tu fais
trop bien de l'avoir mis quoi. Franchement c'est du fan service, certes, mais il est logique, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé je crois, plus ou moins, ou du moins ils ont commencé à vendre de la cocaïne de Colombie, donc ils ont forcément dû parler d'une certaine manière. Mais putain, c'était bien de voir Pablo, merde, c'était bien. Moi je vais m'arrêter là parce que la vidéo est un peu trop longue, mais ça me fait plaisir de fanboy sur Narcos, ça fait du bien, de tout lâcher chaque année sur Narcos, comme pour la saison 3, comme pour la saison 2. Je faisais pas encore vraiment de vidéo pour la saison 1, ou du moins j'avais vu la 1 mais j'ai pas fait de vidéo. Bref, si vous avez kiffé cette saison de Narcos, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus kiffé à propos de Narcos. Juste pensez à Pablo, je suis comme un gamin, ça va pas bien. N'oubliez pas que ce week-end vous avez 25% sur toutes les commandes sur pamplink.com avec mon code promo Airgorilla. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, à financer gratuitement la chaîne grâce au lien Utip dans la description et dans le commentaire épinglé, à me suivre sur Insta pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.